Bonsoir à tous et à toutes. Si Dieu veut, cette année, on va essayer de vous proposer une lecture hebdomadaire sur la paracha, sur la base d'un livre dont vous savez que je suis très friand, le Netivot Shalom. Et on commence sans plus tarder par la première paracha, celle de cette semaine, parachat Bereshit. Le Netivot Shalom ramène le Rashi célèbre, le premier Rashi de la Torah, qui pose la question suivante. Pourquoi est-ce qu'Hachem a commencé la Torah par la narration de la création du monde ? La Torah est un livre qui a pour but essentiel de donner les mitzvot, et donc on aurait dû commencer la Torah par Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, le premier commandement qui a été donné au Bnei Israël en sortie d'Égypte, c'est la mitzvah de sanctification du mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ramené tout ça avant ? Cette mitzvah-là intervient un peu après le début de Sefer Shemot, du deuxième livre de la Torah. Alors, pourquoi ramener toute l'histoire de la création du monde? Et Rashi répond sur place que Hachem a voulu témoigner donc son action créatrice du monde afin que les peuples ne puissent pas dire à Israël: vous avez conquis la terre d'Israël, vous avez acquis cette terre-là de façon illicite et vous ne la méritez pas. Nous, on pourra leur dire: Hachem a créé le monde, Hachem en dispose, il vous l'a donné quand bon lui semblait, il vous l'a repris quand bon lui semblait, et il nous l'a donné quand bon lui semblait. Alors, cette réponse-là ne va pas contenter le Netivot Shalom. Il pose la question suivante, il dit la réponse de Rashi, en apparence en tout cas, ne donne une réponse que sur le début de Sefer Bereshit. Très bien, la création du monde, ça a duré quelques versets au début de Sefer Bereshit. Qu'en est-il de toute la suite jusqu'à le début de Sefer Shemot? Et il ramène un enseignement du Rabbi Chaim Vital dans Sha'arei Kedusha qui dit la chose suivante. Il dit que avant de pouvoir accéder au mitzvot, il faut que l'individu perfectionne ses midot, perfectionne ses qualités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire résider la Torah en soi si on n'a pas travaillé sur ses midot. Comme qui dirait, on ne peut pas... Derech Eretz Kadma la Torah, il y a une expression comme ça. Ça serait très bizarre de voir quelqu'un qui fait absolument toutes les mitzvot et qui accomplit tous les commandements et qui se garde de faire toutes les averot, etc., mais qui se comporte comme un truand sans pour autant rien enfreindre. Il faut avant cela perfectionner donc les midot. Mais alors c'est étonnant, pourquoi est-ce que ces midot-là qui sont si importantes à travailler, pourquoi est-ce que ce travail-là n'est pas dans la Torah ? La Torah milashon hora'a, la Torah est dérivée, le nom Torah est dérivé du mot enseignement. Alors, tout enseignement dont un juif a besoin pour sa vie doit être contenu dans la Torah. Alors, où cela se trouve? Vous la redevinez tout seul, c'est dans le livre de Bereshit. Et la Torah n'est pas là pour nous raconter des petites histoires sympathiques sur Abraham, Isaac et Yaakov. Si c'était qu'un abord historique, on n'en aurait pas eu besoin. La Torah vient nous donner des enseignements. Chaque lettre est porteuse de sens et porteuse d'enseignement. Mais avant d'aborder le sujet du perfectionnement des midot, la Torah va d'abord nous montrer jusqu'à quel point les mauvaises midot, les mauvais attributs, les défauts, peuvent entraîner la chute de l'homme à travers 3 mauvaises midot capitales. La première, kin'a, l'envie, la jalousie. L'histoire de Caïn et Abel. Les deux ont apporté une offrande à Hachem. L'offrande de Abel a été acceptée et celle de Caïn ne l'a pas été. Donc Caïn a tué Abel par jalousie. Donc première mauvaise mida, celle de la Kin'a, qui a conduit à un fratricide, le premier meurtre de l'histoire. Ensuite, Tahava, les envies, les pulsions. Là, c'est la génération du déluge qui s'était dépravée dans le vol et les interdits sexuels. Et donc ça a conduit au déluge. Ensuite, dernière midot, c'est le kavod, la recherche des honneurs. Ça, c'est la génération de la tour de Babel. Naase lanu shem, comme ça c'est écrit. Faisons-nous un nom. D'accord ? Donc ils ont voulu pouvoir accéder, quelque part, dépasser Hachem et se procurer eux-mêmes leur kavod. Et ils ont été dispersés.
Donc ces 3 midotes-là sont à la racine de toutes les autres mauvaises midotes, et c'est pour ça que la Torah nous montre à quel point elles peuvent être dévastatrices dès le début. Et ensuite, après cela, peut débuter l'ère de la réparation, du Tikkun Hamidot, avec Avraham Avinu en premier lieu. Chaque patriarche, chaque figure dans la Torah va réparer une mida particulière, et ce travail-là, par exemple Avraham, ça a été le chesed. Chaque travail qui a été fait sur ces midotes-là est un héritage pour les Bnei Israël pour la suite. C'est-à-dire qu'Avraham a travaillé sur son chesed à lui, mais ça n'a pas été limité à son propre individu. C'est quelque part inscrit maintenant dans le patrimoine génétique spirituel des Bnei Israël. Le chesed, la gvura, toutes les midotes qui ont été réparées, en tout cas qui sont descendus sur terre grâce à ce qu'il appelle ici les Shivrat Haroim. Alors je ne rentre pas dans ce sujet-là parce qu'il n'est pas très très clair. Les 7 bergers qui ont conduit les Bnei Israël, certains disent que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Leur personnalité n'est pas très très claire, donc je ne rentre pas là-dedans. En tout cas, il y a eu des personnalités qui ont réparé ces midotes-là, qui ont permis de faire hériter ces midotes-là au Bnei Israël par la suite. Et il y en a eu 7, et donc 7 mitzvot de réparer. Et ici, le Netivot Shalom nous dit, donc ça a été jusqu'à Chodesh Hazel Harem Rosh Chodashim, jusqu'à donc toute cette narration-là, à partir d'Avraham Avinu, jusqu'à la sortie d'Égypte, où on voit donc intervenir toutes ces personnalités-là, les patriarches, les tribus, etc., qui ont chacun travaillé sur une mida particulière. Et le Netivot Shalom nous dit que ces 7 bergers-là, ces 7 en tout cas midot qui ont été réparés par ces personnalités-là, ont permis au Bnei Israël d'hériter 7 peuplades parmi 10 de la terre d'Israël. Quand les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël, ils ont occupé le territoire qui appartenait à 7 peuplades. Et il en reste 3 qu'on n'a pas conquis pour l'instant, parce qu'elles seront conquises lors de la venue du Mashiach Tzidkenu, bientôt, qui donc devra conquérir ces 3 dernières midotes là. Vous l'avez compris, derrière il y a ce trame en toile de fond, les 10 sphirotes, chacun une sphira. Je ne maîtrise pas, je ne rentre pas là-dedans, je vous donne juste la référence. Donc quelque part, Sefer Bereshit jusqu'à la sortie d'Égypte, ça vient montrer à quel point les Bnei Israël ont reçu en héritage ce perfectionnement-là des midot, et ça explique en tout cas pourquoi est-ce qu'ils ont pu obtenir en héritage ces 7 territoires-là en Eretz Israël. Très bien. Alors ça, c'est quelque part quasiment une explication mécanique. Bon, il y a eu 7 midot, 7 peuplades, 7 territoires hérités, mais ça ne répond pas quelque part à ce que disait Rabbi Chaim Vital au début. Continuons. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au début de la création, qu'Hachem a créé le ciel et la terre. Hachem, il a créé la spiritualité et il a créé la matérialité avec un libre choix entre les deux. Donc, il a créé à la fois la racine des bonnes midotes et aussi, si on s'en détourne, les mauvaises midotes. Mais au début, la matérialité était tohu vavohu, tohu bohu. D'accord ? C'était une dévastation, c'était quelque chose d'absolument vide. D'accord ? Et la première parole, quelque part, créatrice d'Akadosh Baruch Hu, c'était Yehi Or, que la lumière soit. Cette lumière-là, c'est la lumière de la Torah, c'est la lumière divine. Donc ici, quand tout le développement qu'on a fait s'applique aussi à l'individu, pour pouvoir hériter quelque part de son propre territoire, de son propre soi, en fait, il faut pouvoir travailler ces midotes-là. On n'est pas rentré en Israël pour rien.
on est rentré en Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash et servir à Kadosh Baruch Hu. Uvanu li mikdash veshachanti betocham. Comme ça, je crois que c'est écrit. Hachem demande qu'on lui construise une résidence, mais Hachem ne réside pas dans la résidence. Veshachanti betocham, parmi eux ou alors en eux. Donc, si on veut qu'Hachem réside en soi, il faut d'abord commencer par Tikkun Hamidot. Ça, c'est un prérequis. Et Yehi Or, ça veut dire que sans lumière divine, on ne peut pas voir clair en soi-même. Sans lumière divine, sans la lumière de la Torah, on n'est que égocentrisme, que égoïsme. On est tourné vers soi-même. On m'avait enseigné une fois que le Yetzer Hara, en fait, c'était l'égoïsme. On se place au milieu. Quand on commence à travailler sur ces midot et qu'on commence à servir Kadosh Baruch Hu, on se décale de ce schéma-là pour mettre Hachem au centre. Et c'est ce qu'on dit. On demande à Hachem, Yehi Or, on demande à Hachem, fais rentrer la lumière de la Torah en nous pour qu'on puisse réparer nos midot et pour que tu puisses résider parmi nous. Shabbat Shalom à tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Vos commentaires sont les bienvenus juste sous la vidéo et j'espère à la semaine prochaine.